Le Salon du livre de Montréal se termine aujourd'hui. De nombreux auteurs ont convergé vers la métropole québécoise. Ils sont venus d'un peu partout et ils ont parfois des identités multiples. C'est le cas de notre prochain invité. Il est économiste, philosophe, écrivain, éditeur, musicien, karatéka. Il est africain, européen, américain aussi depuis quelques années. Bonjour, Felwine Sarr. Bonjour. Américain parce que vous enseignez maintenant à l'Université Duke en Caroline du Nord. Parlons des États-Unis pour commencer. Et je vais vous lire un extrait de 105 rue Carnot qui est paru en 2011 chez Mémoires d'Encrier et qui est réédité en ce moment. C'est dans l'une des dernières petites nouvelles qu'on a dans ce recueil-là. Durant cette année blanche, je passais le plus clair de mon temps au Square, une minuscule place en bas de l'immeuble Bruyère de Lille, près de l'Assemblée nationale, que nous avions surnommé Madison Square Garden. Nous aussi rêvions de l'Amérique. Est-ce que c'est un peu vous, ça? Est-ce que vous rêviez de l'Amérique déjà quand vous étiez plus jeune? Oui, lorsqu'on était adolescent, on rêvait des ailleurs et l'Amérique occupait une place importante dans nos imaginaires. Je pense que le blue jean, les films américains, donc la musique et énormément d'éléments qui viennent de la production culturelle a investi nos imaginaires de jeunes ados. Et puis plus tard, le hip-hop est venu, le breakdance, etc., etc. Et je me rappelle très bien à l'époque au lycée, l'Amérique faisait partie des lieux rêvés. Vous mentionnez le blue jean et c'est vrai que les Levi's 501, ils occupent une place dans votre œuvre. Oui, absolument, absolument. Et c'était devenu un fétiche et un totem, quoi. Et donc tous ces éléments-là nous rappelaient la culture américaine. Vous y êtes maintenant depuis quelque temps. Qu'est-ce qui vous marque dans cette société américaine, j'imagine, que vous apprenez encore à connaître? Parce que vous avez été résident de l'Europe, vous venez de l'Afrique, forcément, vous avez des points de comparaison. Oui, absolument. Ce qui me marque, c'est le fait que plusieurs univers et plusieurs, je dirais, mondes puissent cohabiter sans pénétrer réellement, quoi. Et qu'il y a des îlots et des bulles. Et que ces bulles-là peuvent avoir le sentiment d'appartenir à une société, mais une société qui, en dépit de tout, a du mal à faire société, a du mal à faire d'un tas en tout, a du mal à créer un corps social, a du mal à créer un sentiment d'appartenance collectif. Chacun appartient à des collectifs, mais qui ont des visions du monde qui peuvent être radicalement opposées. Et ça, c'est ce qui vraiment me marque. Qu'est-ce qui vous a mené à cette conclusion? Les résultats des ouais. dernières élections. C'est-à-dire que j'étais à Durham, à Duke, dans une ville qui est bleue. Démocrate. Donc démocrate, donc je lisais des journaux, j'essayais de comprendre, et je n'ai pas entendu l'autre Amérique, celle qui a voté Trump. Je n'ai pas entendu ses préoccupations, que je ne justifie pas d'ailleurs, mais du coup, elle était là, elle était présente dans sa réalité, dans sa vision du monde, dans son idiosyncrasie, et je me suis rendu compte que les mondes dans lesquels j'évoluais, c'était des mondes qui étaient étanches à cette Amérique-là. Et cette Amérique-là existe. Et elle est là, elle a bien montré qu'elle existait. Et donc, du coup, en dépit du fait que le pays est riche, intéressant et complexe, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on peut y vivre dans son état, dans sa bulle, dans son milieu, dans ses espaces, et ne pas être... En fait, c'est un continent. Et ne pas être en résonance avec les autres lieux, leurs imaginaires, leur rapport au monde, leur réalité, leur vérité intime, etc., etc., etc. Considérez-vous que vous-même êtes dans une bulle à l'université à Duke? Ah oui, à l'université à Duke, je suis dans une grande bulle, même si mon travail, c'est de sortir de la bulle. C'est de faire en sorte de réfléchir et d'avoir un regard sur la société qui m'extrait de mes déterminations premières et de mes regards premiers, et j'ai des outils pour ça. Mais en dépit de ça, les grands campus américains sont des îlots, quoi. Et sont des îlots où des fois le monde peut arriver, où le bruit du monde peut être réfracté et lointain et filtré par de la théorie critique, par tout un tas d'outils intellectuels intelligents, mais qui des fois peuvent empêcher une prise directe avec le vécu, le quotidien, la réalité, etc. En plus, nous sommes dans d'autres formes de réalité. Je reste sur la Caroline du Nord. Vous dites que votre travail consiste précisément à sortir de ces bulles-là, essayer de vous en extraire pour observer le monde. À 2h30 de route de Duke, à Columbia, il y a un groupe de résidents qui demandent qu'une statue située à côté du palais de justice soit déplacée. C'est le buste d'un soldat confédéré sur lequel on peut lire en hommage à nos fidèles esclaves. Et au lendemain de l'élection américaine aussi, Felwine Sarr, il y a des habitants des Carolines et du Nord et du Sud qui ont reçu des textos qui les informaient qu'ils avaient été sélectionnés pour aller cueillir du coton dans des plantations à proximité et que des esclaves allaient aller les rechercher en fourgonnette en leur indiquant dans quelle plantation ils allaient être affectés. Est-ce que vous redoutez
vous qui êtes sur place, un recul de la société américaine sur la question raciale avec l'élection de Donald Trump. On sait ce qu'il a dit des Haïtiens de Springfield, on sait ce qu'il pense des emplois des Noirs, par exemple, et des propos qu'il a déjà eus dans le passé sur les pays d'Afrique que je ne vais pas répéter. Non, je le redoute et je pense que c'est ce qui va arriver. Je pense que Donald Trump va brutaliser l'Amérique et va brutaliser aussi le monde. Et que après 2016, après son premier mandat, on a eu George Floyd, qui a été un révélateur d'une réalité, des tensions raciales, qui, en dépit de tout, ne sont pas résolues. Elles mettent du temps à cicatriser. Et l'Amérique fait face encore à ces démons-là. Et là, le propos raciste, xénophobe, il est assumé. Le propos suprémaciste, il est assumé. Le propos grossier, grotesque et violent, il est absolument assumé. Et il a entre ses mains les leviers juridiques, législatifs, tout un tas de leviers pour créer une société inique, raciste, et il ne va pas s'en priver, d'autant plus qu'il a déjà eu une expérience en 2016. Donc, bien évidemment, les temps vont être très, très durs. Ça, j'en suis sûr. Vous, l'Africain, vous, l'homme noir, est-ce que vous ressentez un effroi devant cette situation-là, devant ce monde qui est en train de se révéler devant vous? Oui, j'en sens un effroi. Je l'ai ressenti. Déjà, je pense que le résultat de l'élection, c'était d'abord ça, de me dire, mais comment est-ce que cette proposition-là, cette proposition de déliaison a pu recueillir autant de voix? Dans quel monde vivons-nous, en fait? Et c'est ça la grande question. Dans quel monde vivons-nous? Et quel est ce monde qui n'aspire plus à de la liaison, à de la paix, à de l'harmonie, à de la cohésion, à de la commune humanité? Et quel est ce monde qui assume la division en tribus et la guerre des tribus contre les tribus, avec tous les moyens qui existent? Et quel est ce monde qui le dit et qui n'en a pas honte, en fait? Un monde qui refuse en quelque sorte le contrat social de Absolument. Rousseau et qui s'éloigne de plus en plus des Lumières. Absolument. Qui refuse le contrat social, qui refuse le partage du bien-être, qui refuse la reconnaissance d'autrui comme faisant partie de la communauté, qui refuse le droit à la dignité de tout le monde et qui a de grands porte-voix, des gens qui portent ces idées-là et qui ont les moyens. Surtout, le pire, c'est qu'ils ont les moyens de les mettre en œuvre. Et c'est ça qui est effrayant. Et si à ce niveau-là, des individus ont les moyens de les mettre en œuvre, tous les apprentis dictateurs du monde et xénophobes se sentent renforcés, se sentent encouragés dans leur démarche. Donc je pense qu'on est vraiment dans une vallée. Maintenant, l'histoire ne s'arrête pas. Heureusement que le monde ne s'arrêtera pas là, et que j'espère que c'est un cycle, et que peut-être là où croit le péril, comme disait Hölderlin, croit ce qui sauve, et que peut-être la réaction va être de remobiliser, les autres forces, pour faire face, pour résister, pour cultiver l'humanité, etc., etc. Dans une entrevue que vous accordiez, c'était le mois dernier à Jeune Afrique, vous disiez que vous absorbez les choses comme une éponge, et on l'entend à vous écouter depuis tout à l'heure, et qu'à un moment, ça cogne aux parois de votre être et que ça se transforme en choses qui cherchent à être formulées et que vous vous mettez à écrire. Est-ce que c'est l'Amérique qui sera l'objet de votre prochain livre? Je sais pas, mais je pense que des traces seront là, que cette expérience-là, à un moment donné, elle va se cristalliser en quelque chose, un texte écrit, un essai, je ne sais pas trop. Mais pour l'instant, je suis vraiment dans le temps de l'expérience et dans le temps de l'absorption et surtout dans le désir de comprendre, de vraiment comprendre. Et je me rends compte que la profondeur historique, les strates sont multiples et plurielles et que pour ressaisir une société, ça prend du temps, y compris l'imprégnation, elle prend du temps, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et de réalité. Sur votre processus d'écriture, j'ai bien envie de vous entendre parce que, en particulier, votre quotidien d'écrivain. Il y a là-dessus un passage intéressant dans La plus secrète mémoire des hommes que vous avez édité, prix Goncourt 2021 de Mohamed Mbougar Sarr. C'est une femme qui parle à son jeune amant. Vous allez reconnaître ce passage-là, je pense, et qui dit « Voilà l'erreur de tous les types comme toi. Vous croyez que la littérature corrige la vie ou la complète ou la remplace. Les écrivains, et j'en ai connu beaucoup, ont toujours été parmi les plus médiocres amants qu'il m'ait été donné de rencontrer. Tu sais pourquoi? Quand ils font l'amour, ils pensent déjà à la scène que cette expérience deviendra. Lorsque je leur parle, j'entends presque leur murmura-t-elle. Ils sont pris dans leur fiction. Est-ce que c'est un piège qui vous guette? C'est un piège. Je pense que Mohamed Mbougar a raison. Et dans un texte qui s'appelle La saveur des derniers mètres que j'ai écrit, je reviens un peu sur cette idée. Ah oui? En disant qu'en fait, peut-être, l'effort et le défi, c'est de vivre pleinement. Bien évidemment, on sait que l'expérience humaine, ce que l'on regarde, ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit, peut se transformer un jour dans un espace du mot, du langage, en espace discursif. Mais au moment où on le vit, on laisse l'imprégnation inconsciente se faire d'elle-même. On n'y est pas pris activement. Et j'essaie vraiment de vivre et d'être là présent et de ne pas anticiper, en fait. Et de toute manière, ce qui va remonter, ce qui va décanter,
ne dépend pas forcément de ma volonté consciente. Je veux dire, à un moment donné, quelque chose remonte. Mais pendant que je vis les choses, j'essaie vraiment de vivre la vie, quoi. La littérature, c'est autre chose. Ça fait partie de la vie, mais je ne peux pas vivre en fonction, en vue d'une littérature. Je vis d'abord et j'accepte même qu'un certain nombre d'expériences, d'impressions, de sensations ne ressortissent pas en formulation. Donc peut-être que ça va sortir dans la chanson et peut-être pas. Et peut-être que ça va être là une densité d'existence qui reste là pour affecter mon regard et mon rapport au monde, mais qui ne se transforme pas forcément dans un espace discursif. Donc, vous y réfléchissez, c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de votre tête, de vous regarder vivre au lieu de vivre. Oui, je me dis, en fait, il faut éviter la tension, la torsion de l'écriture qui veut tout capter pour le retranscrire, je dirais. Et je pense qu'il faut que les choses s'imposent d'elles-mêmes, qu'elles cognent à la paroi de l'être et qu'elles veuillent être entendues et qu'elles veuillent être formulées. Mais que ça ne soit pas une activité, je dirais, volontaire et consciente. Vous êtes originaire d'une petite île dans l'ouest du Sénégal, Niodior, est-ce que je le compte? Absolument. Niodior, donc c'est dans le delta du fleuve Saloum. Ça ne vous a pas empêché de devenir l'intellectuel que vous êtes et de parcourir le monde. Est-ce que ça vous a même poussé à le faire, votre condition d'insulaire? Absolument. Quand on habite une île, le voyage est une nécessité parce qu'il faut sortir de l'île. On se rend vite compte qu'on a fait le tour de l'île et qu'il y a une terre au-delà des mers. Et que donc, du coup, on a des embarcations, des pirogues. Et le voyage est une nécessité absolue des Iliens. Les Iliens sortent des îles. Ils reviennent, mais ils s'en vont. Et surtout, l'horizon est vaste et large. Puisqu'on est dans une île, on est sur un bout de terre. La topographie nous installe une conscience géographique très particulière. Et en plus, le fait de devoir négocier avec la terre et la mer est une autre dimension du mouvement. Donc, tous les gens qui habitent les îles quittent les îles, repartent en voyage. Et il y a l'immensité de la mer qui est en face de vous. Il y a la terre à retrouver au-delà des mers. Donc le mouvement des allers et des retours fait partie de la condition des gens qui sont nés dans les îles. C'est intéressant que vous parliez des gens des îles qui ont besoin de partir. Dans certains cas, c'est pour aller ailleurs, mais complètement ailleurs, et pour ne plus revenir. Et je parle évidemment des migrations qui sont un sujet en ce moment incontournable. Elles sont surtout continentales en Afrique, il faut le rappeler, mais néanmoins, il y a des gens qui décident de prendre la mer à la recherche d'une vie meilleure. Je vous invite à écouter un extrait de reportage qu'on a diffusé à notre antenne. C'est notre correspondant en Europe, Raphaël Bouvier-Auclair, qui est allé au Sénégal. Comme ailleurs sur la plage, une même explication pour ce départ précipité. L'impossibilité de gagner leur vie grâce à la pêche et l'idée que cette vie serait meilleure en Europe. Pape Diop Wallo, lui-même un ancien pêcheur, raconte que son fils lui a demandé sa bénédiction, ce qu'il lui a accordé. Il dit même qu'il était enchanté de ce projet, puisque de l'Europe, son garçon pourrait peut-être lui venir en aide financièrement. Felwine Sarr, il y a quelques semaines encore, il y a une pirogue qui a chaviré au large de la Mauritanie et je vous vois opiner du bonnet, vous êtes au courant. Il y a 28 Sénégalais qui ont perdu la vie et 8 venaient de Niodior, votre village. Vous y pensez souvent? C'est une question très préoccupante, je pense, parce que mon village était un point de départ de l'immigration clandestine et beaucoup de jeunes de mon village se sont retrouvés en Espagne. L'Espagne est devenue le mirage, le rêve et l'horizon. Et c'est une question qui me préoccupe énormément. J'en ai parlé dans certains de mes textes. Parce que fondamentalement, quand je les observe dans les villages, bien évidemment, ils veulent une vie meilleure. Mais ils ne sont pas pauvres. Ils mangent à leur faim. Ils ont de la dignité. Il y a des espaces de travail dans le village, mais c'est insuffisant pour eux. La conception qu'ils se font de la réussite matérielle, pour eux, elle est impossible à atteindre dans ces conditions-là. Et donc, du coup, au départ, je me disais, si on trouve des activités économiques pour les fixer, ils vont rester. Et je me suis rendu compte que c'était plus complexe que ça. Que ce n'était pas la question, que la lecture autour du misérabilisme économique, elle est très réduite. Certains partent parce que leurs imaginaires ont été investis de l'idée que une vie digne d'être vécue, une vie désirable, c'est la vie en Europe. Les images qui arrivent des satellites, le way of life. Certains partent pour se libérer de contraintes structurelles, sociales et familiales, avoir une vie d'individu, ne plus être sous le regard de la communauté, pouvoir choisir des chemins de vie qui leur sont propres. Certains partent par comparaison aux autres. Certains sont partis, au bout de 5 ans, ils ont construit donc la maison familiale, ils ont amené les parents à la Mecque, et ça c'est valorisé, ils arrivent, ce sont des héros, ils épousent la plus belle du quartier, etc., etc. Donc du coup,
en comparaison, leur condition devient elle n'est plus enviable. Et donc, il y a énormément de raisons. Certains partent parce que c'est un chemin initiatique. Un homme, pour se réaliser, doit voyager, doit braver des dangers. Et c'est ce que vous disiez d'ailleurs dans Afrotopia. Voilà. Vous revendiquiez ce droit-là pour les gens de se déplacer, de faire l'expérience du monde. C'était en 2016, Felwine Sarr, et on dirait que depuis, c'est le contraire qui est en train de se produire pour tous ces gens-là. Je pense à la Grande-Bretagne qui a conclu un accord qui a depuis été annulé, mais avec le Rwanda afin d'y expulser les étrangers arrivés illégalement. On pense en Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni qui a tenté de renvoyer des réfugiés vers leur pays d'origine via l'Albanie. Dans les deux cas, ça n'a pas passé la rampe des tribunaux ou alors d'un examen juridique, mais quand même, il n'en demeure pas moins. Et là, il y a ce qui va se produire aux États-Unis aussi avec ces expulsions qui sont annoncées. On a l'impression que votre plaidoyer n'a certainement pas été entendu, et celui de ceux qui pensent comme vous, et que le monde est en train de se refermer. Il se referme et je continue à nourrir cette utopie d'habiter le monde, d'être en mesure de l'habiter. Et mon prochain texte sur lequel je travaille s'appelle « Pour une cosmopolitique de l'hospitalité », où je réfléchis à comment on peut concevoir au plan transnational une hospitalité humaine et que les gens puissent circuler. Les gens ont le droit à un usage du monde, ont le droit à la vie, ont le droit à la mobilité, ont le droit à une expérience du monde. Les jeunes dans le continent africain sont enfermés du dehors et du dedans. Ils sont enfermés du dehors, ils ne peuvent pas accéder au monde. Et l'Afrique a 54 États. Si on compte 4 ou 5 frontières par État, ça fait plus de 250 frontières. La mobilité interafricaine est aussi réduite par l'État-nation, par la frontiérisation, par l'imaginaire de la frontière et de l'État-nation. Et donc, du coup, je suis convaincu que si on avait un rapport intelligent aux mobilités internationales, on résoudrait une grande partie du problème. Et que les peurs que l'on a s'estomperaient d'elles-mêmes. On peut réguler l'économie, on peut réguler le social, on peut réguler l'habitat, la densité. Mais il y a à travailler à un imaginaire de la communauté monde et sortir nos imaginaires d'un espace étriqué qui est la terre, l'ancestralité, l'État-nation. Je suis venu avant toi ici, c'est à moi. Les ressources, elles m'appartiennent, à l'exclusion des autres, etc., etc. Et la frontiérisation, elle produit des morts aux frontières. Je veux dire, il y a eu 50 000 morts de 2000 à 2022 entre la Méditerranée et le désert, pour juste aller en Europe, entre les États-Unis et le Mexique. Et ça, c'est un vrai problème éthique, quoi. C'est une question éthique et c'est une question de reconnaissance fondamentale d'un contrat social humain, d'une communauté humaine qui est une réalité. En dépit des structures imaginaires que l'on plaque dessus, c'est une réalité. Nous sommes des humains et nous formons une communauté humaine. On peut même l'élargir aux vivants, si on pense à la question de l'écologie. Et je trouve très régressif qu'au XXIe siècle, on en soit là, en fait. On en soit encore dans des formes tribales d'appartenance, dans des formes claniques et dans des formes violentes, et qu'on soit dans un monde aussi fracturé et aussi fragmenté. Et ça, c'est un problème global. Et je pense qu'il y a un travail à faire pour élever la conscience humaine à ce niveau et pour lui donner une traduction politique. Et aussi inégalitaire économiquement. Ça aussi, c'est un de vos chevaux de bataille. C'est la grande inégalité. Je veux dire, on peut lutter contre la corruption dans certains endroits dans le monde, mais on se rend compte que dans ces endroits, ils sont victimes d'une économie extractiviste où l'essentiel des ressources va à l'extérieur, où très peu reste, et où les conditions de la dignité humaine ne sont pas garanties. Et la principale raison, c'est des rapports économiques inégalitaires. Il y a plusieurs raisons qu'on peut convoquer, mais c'est d'abord ça. Et là aussi, il y a un vrai travail à faire, quoi, pour que, de ce point de vue-là, qu'on rééquilibre fortement les choses et que chaque endroit du monde, qui ait une équité territoriale, quoi, que chaque endroit du monde puisse bénéficier de ressources qui autorisent une vie digne. Et cette vie digne qui est une exigence vraiment fondamentale de l'humanité de chacun. Et ça aussi, c'est un travail qu'il ne faut pas lâcher, quoi. Mais il y a du travail à faire aussi en Afrique, vous le savez. Oui, il y a beaucoup de travail à faire. Mais en fait, mais généralement, c'est ça la difficulté. Sans tenter de rejeter la responsabilité absolue sur les autres, il y a du travail à faire qu'il faut reconnaître. Mais il y a aussi les modalités de la présence de l'Afrique dans le monde qui sont inégalitaires, qu'il faut aussi reconnaître. Et des fois, c'est une question de structure et d'échelle. Donc, on va lutter contre un petit groupe qui s'accapare les ressources dans un pays. C'est pas normal. Ils doivent les partager de manière équitable. Mais si les gens se battent à mort pour une portion congrue des ressources, c'est parce que l'équilibre global international fait que les ressources qui devaient revenir à ce territoire ne lui reviennent pas, quoi. Donc, c'est des logiques qui s'interpénètrent et qui s'entrecroisent et qu'il faut regarder globalement. Il faut les articuler. On ne peut pas juste regarder un petit point ici et oublier la grande dynamique qui autorise cela. Et c'est ça la grande difficulté, c'est réfléchir à plusieurs échelles.
Réfléchir à plusieurs échelles, je trouve que ça vous définit bien, Phil Windsor, parce que vous êtes aussi musicien. On va se quitter, on va terminer cet entretien en musique. Je vous donne le choix entre deux pièces, entre Cette Afrique, une de vos pièces, ou Tout disparaîtra aussi, c'est vous. Là. Je choisis Tout disparaîtra parce que c'est une réflexion sur l'art, sur la nécessité de l'art quand tout disparaît, quand le temps passe, quand les œuvres humaines s'effilochent, et qu'est-ce qui reste comme dans un brin d'éternité. Donc je pense que la beauté restera, et c'est un hommage à la beauté qui reste en dépit de tout. Un petit brin d'éternité. C'est un peu ce que vous venez de nous offrir, Phil Windsor. Un grand merci à vous. D'être passé dans nos studios. Un grand merci à vous.